On sait qu'Ubi a mis 5000 heures de travail humain pour faire leur Notre-Dame de Paris, alors que nous, avec l'intelligence artificielle, ça nous prend 100 fois moins de temps. Ouais. 16 millions de jumeaux numériques d'ici 2030. On avait regardé qu'au rythme auquel on produisait des jumeaux numériques aujourd'hui, pour arriver à tenir les 16 millions en 2030, il fallait faire ce rythme-là pendant 300 ans. Et en fait, les oiseaux nichaient pendant leur période de reproduction et pouvaient attaquer les drones, du coup on n'avait pas l'autorisation de les aller. Sébastien et Yann pour Layers chez Crypto Daily. Let's go. Salut les gars. Salut. Salut. Comment ça va? Ça va bien. nickel. On est au mois de novembre. Tu me parlais un peu du mois de novembre compliqué en ce moment, Yann? La pluie, le froid, comme tous les novembres. Comme tous les novembres? Tous les novembres. T'es un peu frileux? Non, pas du tout. Moi, je suis content. Après 6 mois d'été, ça fait bien plaisir d'avoir un peu de froid. Ok. Et puis, avec tout ce qui se passe dans notre petit milieu du Web3 crypto, on est content aussi. Oui, ça nous permet de bosser un petit peu sérieusement et de rester enfermés, c'est ça? Exactement. Alors, je propose qu'on commence. On va déjà essayer de vous présenter chacun votre tour. On va commencer par Sébastien. Est-ce que tu peux te présenter vraiment rapidement, une petite minute? Sébastien Melcotti, moi j'ai un passé de designer, produit, service, entrepreneur et management de l'innovation. Ok. Et je suis un des cofondateurs de Layers et actuel CEO de la boîte donc depuis 1 an. Ok. Et toi, Yann? Et moi, je suis entrepreneur dans les médias et la tech depuis une dizaine d'années. Donc, Ok. d'abord ciné, puis jeux vidéo. J'ai fait pas mal de temps dans la VR. Et du coup, par là, je suis arrivé sur les métavers. C'est comme ça que je suis arrivé sur le Web3 et autres. Et j'ai rejoint Layers il y a 1 an pour développer justement toute la partie entrepreneuriale, Web3, levée de fonds, voilà, avec eux. Ok, on va revenir sur Layers dans un instant. Tu nous parlais de jeux vidéo, tu étais entrepreneur dans cet écosystème-là. Qu'est-ce que tu faisais exactement? J'avais monté un studio à l'époque qui s'appelait Ikimasho, qui était un jeu de vidéo VR. Après, tout ce qui était technologie immersive, donc évidemment, c'était l'un des plus grands applicatifs dès le début. Voilà, donc j'avais pas mal grenouillé dans ce milieu-là pendant quelques années. Okay. Et voilà. Et du coup, le premier projet sur lequel j'avais travaillé en crypto s'appelait Universe, et c'était un réseau métaverse dédié au e-sport pour avoir des arènes virtuelles, etc. Ok, d'où après, j'imagine, le plongeon vers le Web3, ça décalait. Et toi, le Web3, comment ça s'est fait, Seb? Alors moi, c'est fait par d'abord un intérêt curieux. Moi, mon cheval de bataille dans toute ma vie professionnelle, ça a été comment on fait collaborer les gens pour générer de l'innovation. Okay. Et en fait, moi, je suis rentré sur le Web3 plus par la case DAO, NFT, etc. Mais pas NFT, art, plutôt les utility NFT, okay, etc. Voilà. Mais c'est, par rapport à mes problématiques pro-perso, c'est vraiment un sujet hyper intéressant, justement, dans cette capacité à réunir des gens autour de projets avec des rythmes et des contributions et des implications différentes, et pour tendre vers un projet innovant commun. Okay. Comment vous êtes rencontrés tous les deux? On travaillait tous les deux pour la même entreprise, qui est un institut d'innovation qui s'appelle Matrice. À Paris. À Paris. Ouais. Sébastien travaillait à l'innovation et moi je donnais des cours / mentorat à des startups incubées là-bas. Ok, d'accord, c'était quand? Ça doit faire 1 an et demi à peu près. Ok, alors est-ce que vous pouvez nous expliquer déjà rapidement, après on va rentrer vraiment plus dans le fond, qu'est-ce que Layers? Donc Layers, nous on travaille sur les jumeaux numériques de tout ce qui est patrimonial. Okay. Donc les monuments historiques, mais on rentrera dans le détail plus tard, aussi plein d'autres choses qui rentrent dans le patrimoine humain et culturel. Et donc on crée ces jumeaux numériques-là et on les tokenise grâce à notre... Tu peux nous expliquer ce que c'est qu'un jumeau numérique? Un jumeau numérique, alors c'est un mot qui commence à être un peu galvaudé, donc on va vous donner plutôt notre définition. Notre définition, c'est tout un ensemble de données qu'on peut avoir sur un sujet. Exemple, Notre-Dame de Paris, c'est toutes les données que je vais être capable d'agréger autour de Notre-Dame de Paris, qu'on va venir centraliser dans une scène 3D globale et donc dynamique, puisqu'on va venir l'alimenter dans le temps avec toutes les données qu'on va pouvoir agréger, et qui va donc permettre de créer cette base de travail, justement, qu'on va derrière décliner dans ce qu'on appelle des exports, donc la découper finalement, en petits morceaux, soit des éléments architecturaux ou des éléments du bâtiment,
soit des couches, finalement, juste la géométrie, juste les textures, etc. Et qu'on va distribuer aux créateurs de tout média numérique, jeux vidéo, effets spéciaux, virtual studio, métavers, impression 3D, enfin, on peut découvrir. Ok, c'est vraiment pour réutiliser ensuite, on parlait de Notre-Dame de Paris, pouvoir réutiliser Notre-Dame de Paris en 3D, quoi. Ouais. Notre-Dame de Paris ou tout élément de Notre-Dame de Paris. Le truc, c'est que quand on dit jumeaux numériques, tout le monde pense à la 3D. C'est en effet un des plus gros use cases aujourd'hui, mais par exemple des données phoniques de comment le son se répercute dans Notre-Dame de Paris pour faire un concert dans Notre-Dame de Paris dans un métaverse, c'est aussi des données qu'on agrège. C'est important ça ? Ça peut. Il y a des gens ça qui... peut. Le but, c'est d'avoir toute la data possible pour que si jamais quelqu'un a besoin de n'importe quelle data, que ce soit je veux la texture du bas-relief au fond à gauche, comme je veux les montages en bois et les plans de côte de ces trucs-là. Et ça, c'est quelque chose que vous proposez ? Ouais. C'est-à-dire que le but, c'est qu'à partir de toutes ces datas, on puisse faire des exports de tout ce que les gens aient besoin. Alors là, le premier truc qui me vient en tête, c'est Notre-Dame de Paris aussi, que j'avais pu visiter dans un jeu vidéo à l'époque, Assassin's Creed, exactement. Et c'est vrai que c'était un peu l'interrogation, c'est est-ce que vraiment ça va ressembler à ce qui est à l'intérieur ? Donc là, maintenant, je me rappelle pas, je me rappelle juste que c'était de l'extérieur, du moins, c'était très bien fait, comme ils le font assez souvent. Vous, aujourd'hui, vous essayez vraiment d'être ultra réaliste dans ce que vous pouvez ? On peut l'être, mais on prend souvent d'ailleurs l'exemple du Assassin's Creed, de cet Assassin's Creed, parce qu'on sait qu'Ubi a mis 5000 heures de travail humain pour faire leur Notre-Dame de Paris, alors que nous, avec toutes les datas agrégées, etc., générer un export, et d'autant plus, on en parlera peut-être après, mais avec l'intelligence artificielle, ça nous prend, c'est quoi l'ordre ? 100 fois moins de temps ? Ouais. Voilà. Et pour être ultra proche de ce qu'est même rendu. Et dans l'idée, c'est de mieux en mieux. C'est-à-dire que justement, notre principe, c'est de travailler sur des jumeaux numériques dynamiques, de sorte que toute nouvelle donnée entrante vient réapporter de la donnée, de la précision. Et on rentrera dans le détail après. C'est là aussi où la communauté va pouvoir venir contribuer. Si j'ai des petits éléments qui restent imparfaits, de venir recréer de la donnée sur ces petits éléments pour rendre les choses plus précises. Par exemple, si tu as une photo, ton grand-père a une photo de Notre-Dame dans les années, je sais pas, 50, 60, l'avantage, c'est que nous, on va pouvoir agréger toute la data, quelle que soit l'époque, pour que tu veuilles un Notre-Dame aujourd'hui comme tu veuilles un Notre-Dame il y a 30 ans ou il y a 100 ans, on soit toujours capable d'avoir une vision la plus proche de ce qui se fait. D'où c'est venu votre passion pour tout ce qui va être patrimoine, etc. Passion, c'est peut-être un peu beaucoup dire, mais l'Europe a publié il y a 1 an et demi un document où elle demandait à ses États membres 16 millions de jumeaux numériques d'ici 2030. Ah, elle demandait des jumeaux numériques, carrément. Pour la conservation du patrimoine, c'est-à-dire qu'on sait que y a du patrimoine qui va disparaître à cause de l'écologie, qui est plus accessible, qui est trop dangereux à accéder. Donc, il fallait créer des jumeaux numériques. Voilà. Rien n'est. C'est quoi le dicton ? C'est rien n'est inébranlable ou rien n'est éternel. Et l'actualité nous le rappelle trop souvent. Bien sûr. Et en plus, à part Catmos, on se rend compte que la visite même, en fait, le fait de rendre un monument accessible au public, le détruit. Donc il y a aussi cette question-là de comment je permets la diffusion de la culture de manière large, tout en ne dégradant pas, par exemple, Lascaux, où on vient dupliquer, paralléliser finalement les grottes, parce que la première, si on la laissait accessible à tout le monde, il n'y en aurait plus pour les suivants, quoi. Voilà. Et il y a eu, donc, on avait regardé qu'au rythme auquel on produisait des jumeaux numériques aujourd'hui, pour arriver à tenir les 16 millions en 2030, il fallait faire ce rythme-là pendant 300 ans. Donc c'est là qu'on s'est dit, tiens, peut-être un trou dans la raquette. Voilà. Et la blockchain, le token, l'IA, donc en mélangeant un peu toutes ces technologies, on est arrivé avec toujours la vision de Sébastien de faire un truc un peu vertueux, où tout le monde s'y retrouve, où tout le monde collabore, utiliser tous ces outils-là. C'est comme ça qu'on est arrivé à Builders. C'est quoi, Sébastien, qui a vraiment fait que tu te dises on va y mettre de la blockchain, on va y mettre de l'IA derrière ? C'est quoi qui a fait clic chez toi ? Plusieurs choses. Donc, à la base du projet, alors là, je vais peut-être utiliser quelques acronymes un peu violents. On travaillait donc avec le CEA, Commissariat aux énergies atomiques. Commissariat aux énergies atomiques, donc quand on était dans la boîte précédente, sur une techno de captation rapide d'environnement en 3D avec une technologie de computer vision qui s'appelle le SLAM et qui, du coup, nous a amené à nous dire qu'il y avait
dans ces technologies-là la capacité à réduire drastiquement le temps de création de ces jumeaux. Entre-temps, il y a eu l'arrivée des IA plus génératives et donc, côté scientifique, une réunion entre deux disciplines, donc le computer vision et le computer graphique, et en regardant justement les potentiels en fait de cette technologie, très rapidement on s'est rendu compte que les gros points de blocage qui existaient dans la création de jumeaux numériques, devoir immobiliser le bâtiment pour faire des captations photogrammétriques, drones. Ça prend du temps Ouais, c'est en dizaines de jours de travail rapidement pour faire ces captations-là. Beaucoup de travail manuel derrière pour réassembler ces données. Beaucoup de problèmes potentiels. Si je fais un monument dans le sud de la France, par exemple, en commençant le matin jusqu'au soir, en fait, je vais avoir des ombres qui sont complètement différentes, des lumières, etc. Donc, en fait, ça crée plein de problèmes. Un problème auquel on a été confronté, c'était le château d'If. On n'avait pas pensé qu'on pourrait avoir un problème d'ordre ornithologique. Il est où, le château d'If ? À Marseille. Au large de Marseille. Et en fait, les oiseaux nichaient pendant leur période de reproduction et pouvaient attaquer les drones. Du coup, on n'avait pas l'autorisation d'y aller. Donc, voilà. Il y a des trucs auxquels on pense pas et on se dit, tiens, c'est vrai qu'il y a une vraie utilité aux jumeaux, quoi. Tout un tas de problèmes qui existaient dans la création de jumeaux numériques et où, du coup, l'IA permettait de traiter de la donnée hétérogène, de traiter de la donnée potentiellement non professionnelle, et donc justement de rentrer dans quelque chose de contributif. Okay. Et du coup, pour répondre derrière ça à la question blockchain, derrière ce côté contributif, se pose sur toutes les IA génératives la question de la traçabilité des droits, de la répartition de la valeur. Et pour ça, la blockchain était particulièrement adaptée. Si on se disait, on crée des jetons non fongibles pour chacun de nos datasets et on regarde comment ils sont utilisés, on trace comment ils sont utilisés dans la création de nos exports, on est en mesure derrière de redistribuer équitablement la valeur sur toute la chaîne de création de valeur. Alors quand vous dites un export, donc ça peut être une partie de cette pièce, c'est ça ? Ça peut être une commande, le lit de la reine de Versailles, ça peut être... voilà. Un export, c'est le produit fini tiré du data numérique en fonction d'une utilité. Que ce soit un mec qui va faire du VR, de l'AR ou du métaverse, il va pas avoir le même besoin et ça va pas être le même Notre-Dame qu'il va vouloir utiliser. Donc son produit fini généré à partir de toutes les datas qu'on a, c'est ça qu'on appelle l'export. Ok. Aujourd'hui, vous avez pu faire des jumeaux numériques pour quel bâtiment notable ? Aujourd'hui, on a surtout travaillé sur des cas d'usage qui nous permettaient de lever nos problématiques techno, plus que justement avoir des produits marketing pour l'instant. Donc on a numérisé l'abbaye de Montmajour, le château d'If, l'atelier Barrier à Paris. On travaille actuellement sur les éléments du tombeau de Toutankhamon. En Égypte ? En Égypte. Ce Toutankhamon-là, ouais. Ce Toutankhamon-là. L'Égyptien, l'autre est moins connu. Donc vous allez en Égypte avec le matos et tout ? Non, justement. C'était l'inverse. Là, on a récupéré des photos qui étaient prises et à partir des photos, on a créé des assets 3D. Donc vous n'avez même plus besoin d'aller... C'est tout l'objectif. Le but, c'est que les gens puissent prendre des photos, nous les envoyer et nous, tout est généré après, derrière par l'IA. Une petite partie directe. Et c'est à ça qu'on entraîne l'IA aujourd'hui, c'est que quelle que soit la photo, la vidéo, tous les éléments qu'on va nous passer, elle soit capable de choisir ce qui l'intéresse dans chacun de ces éléments pour faire le meilleur résultat possible. Ouais, et ça ouvre quand même aussi un potentiel, si on n'a plus besoin de la captation, c'est qu'on peut aussi créer des jumeaux numériques de choses qui n'existent plus. Du moment où il y a eu de la donnée. La donnée, par contre, il faut de la photo uniquement ou on peut avoir du dessin. Aujourd'hui, photo, demain matin, vidéo, demain matin, 6 mois, vidéo, après-demain matin, 2025, tout. Plan. C'est-à-dire que vous pourriez imaginer refaire le phare d'Alexandrie, etc. Exactement. Une interprétation, parce que il y a peu de photos. Il y a peu de photos, mais à partir, en compilant les écrits et les dessins, oui, on serait en mesure de créer une proposition plus probable de ce que pourrait être le phare d'Alexandrie. Okay. Et où on pourra au final mettre un casque et hop, se balader dans les lieux. On pourra télécharger des petits morceaux de ce phare d'Alexandrie pour les intégrer dans des jeux vidéo, dans des décors de cinéma, ce qu'on veut, Assassin's Creed, pour les versions. Et notamment une utilisation à laquelle on n'avait pas pensé au début, mais c'est tous les virtual studios, donc ces méthodes de shooting qu'ils ont utilisées dans The Mandalorian avec la caméra qui bouge et tout le décor qui bouge derrière, qui est fait en 3D. Et c'est aujourd'hui des techniques de tournage qui sont de plus en plus prises parce que ça permet des grosses économies de coûts. Alors,
J'ai vu The Mandalorian, mais je me souviens pas de. Bah, toutes les techniques de tournage, ils ont fait 1899 avec ça. C'est la caméra bouge et le décor bouge sur un mur LED derrière. Et en fait, ils ont énormément besoin de reconstitution de 3D. Ok, pour avoir toujours une continuité dans Et donc ça, c'est un vrai besoin. C'est le step après le fond vert, en fait. Ouais. C'est d'avoir des murs LED où du coup on filme directement les acteurs incrustés dans l'environnement. Ah ouais, par contre, les LED, elles doivent être max, quoi. C'est pas de. En France, on est bon, en Europe, on est assez précurseur là-dessus. Intéressant, tu vois. Peut-être qu'un jour, ce sera plus un fond comme ça et ce sera directement de la LED et on pourra voyager en direct, mettre un petit patrimoine. Ok. On va en parler un peu plus loin, mais il faut qu'on le définisse. C'est quoi la ReFi ? La finance régénérative, c'est utiliser les mécanismes de la DeFi, mais en ajoutant une partie plus redistribution sur la chaîne de valeur. Donc, c'est pas un mécanisme purement financier. C'est utiliser ces mécanismes-là pour répartir la valeur sur toute la chaîne de création. Dont dans notre cas, les monuments historiques pour la préservation de la chose réelle, les contributeurs en données, les contributeurs en jetons. Voilà. D'ailleurs, j'y pense, on parle des données. Il y a des obstacles à l'obtention de ces données. Donc que les gens vous envoient des photos, ils ont des droits d'auteur, j'imagine. Les gens ont des droits d'auteur. C'est pour ça aussi qu'on s'intéresse d'abord aux monuments historiques, parce que la règle, c'est que les droits appartiennent aux monuments. Non, en fait, il n'y a pas de droit d'auteur sur un monument si l'architecte est mort depuis plus de 70 ans. Donc le monument historique... Notre-Dame en Épinard, par exemple. Notre-Dame, voilà. C'est-à-dire que n'importe qui prend la photo, tout le monde peut l'utiliser. C'est pas juste le gouvernement ou n'importe qui peut l'utiliser. Donc la personne, à aucun moment, en fait, elle peut dire « Ok, je vous ai donné ma photo jusque-là, mais maintenant c'est fini, vous arrêtez de l'utiliser. » Ah non, c'est des contrats qui sont liés à ça, quand même. Ouais. Mais par contre, dans nos jetons, dans le NFT du dataset, alors nous, on l'a plutôt pensé sur les cas d'usage inverse, à savoir, on se rend compte que des données, en fait, ne sont pas légites. Quelqu'un nous a envoyé des données qui n'étaient pas les siennes. Et il n'avait pas le droit. Il n'avait pas le droit. On peut. Il n'y a pas de droit sur les monuments. Si, par exemple, Toutankhamon, le gars qui a pris les photos des objets dans la tombe, etc. Si jamais on se rend compte que, en fait, le gouvernement égyptien n'a pas du tout donné son autorisation, nous, il faut qu'on soit capable de dire. Ou qu'un stagiaire lui a vidé son disque dur et nous envoie les photos. On est en mesure justement de dire à l'IA, ce dataset-là, tu t'en occupes pas. Tu t'en occupes plus, tu le supprimes de tout ce que tu as. Et tu l'utilises plus. Tu l'utilises plus. Ça peut arriver qu'on vous refuse ensuite, on vous donne le droit d'un monument et ensuite on vous le refuse. C'est possible aussi ? Dans l'idée, c'est contractualisé, donc... C'est contractualisé, ça a une date, j'imagine, de péremption, peut-être ? Oui, de toute manière, en droit français, on n'a pas le droit à l'infini, donc nous, on va contractualiser sur le plus longtemps possible. 19 ans, j'imagine. Exactement. Et si jamais il y a un moment où quelqu'un veut rompre le contrat, ça rentrera dans du droit contractuel. Mais... Et quand même, en contrepartie aussi, par exemple pour les monuments, on leur laisse un accès aux données pour des utilisations scientifiques, etc. Les monuments scientifiques, carrément, tu peux avoir des utilités scientifiques. Pour un monument, s'il est capable d'avoir des milliers de photos qu'il n'avait pas accès d'un détail sur 100 ans, on va dire, de l'évolution, je sais pas, d'une sculpture. Ou c'est tout un travail que lui ne fait pas. Hein. Et dans l'idée, les monuments, ils sont plutôt intéressés parce qu'on leur demande pas grand-chose en soi, parce que les données, on les prend ailleurs. On leur demande juste leur autorisation pour dire on est legit à utiliser votre nom. Okay. Et derrière, en fonction de l'utilisation de tout ça, à chaque fois qu'il y a un export qui est vendu, ça leur ramène un intéressement. Donc, eux, pour la préservation du patrimoine, c'est bon, non. Et puis ça crée un petit peu cette logique du club des amis de je sais pas quoi, de quel monument, un peu en 3.0. Enfin, ça recrée des communautés autour de leur sujet. C'est effectivement, c'est très intéressant. Je me pose une question. Notre-Dame, bon, malheureusement, il est arrivé ce qui est arrivé avec la... Oui, la flèche est tombée. Ouais. Est-il possible que, par exemple, si à ce moment-là, vous aviez déjà fait le jumeau numérique, ça aurait pu aider pour la reconstruction, etc. Ouais. La reconstruction s'est beaucoup appuyée sur, justement, différents jumeaux numériques qui avaient été créés pour essayer de faire la chose la plus comme c'était avant. Ouais.
Comment vous choisissez en fait tel patrimoine ou tel patrimoine? Comment ça se passe? C'est vous qui choisissez, bon, là vous êtes monument historique, mais pourquoi celui-là et pas celui-là et pas celui-là? Pour l'instant, c'est nous, parce qu'on a quand même, vu qu'on est sur le lancement, on a une petite ligne édito, donc on a un peu d'avance. Le but, c'est qu'à l'horizon du listing, ça soit la communauté qui puisse s'en apporter ces monuments. C'est-à-dire qu'avant que ça soit live sur la plateforme, il y a tout un chemin sur Discord d'incubation entre quelqu'un, toi qui dis j'ai envie de faire le jumeau de Ça Notre-Dame. commence via Discord donc? Voilà, Ok. qui propose cette idée. Nous, on dit OK, tu as le droit, il n'y a pas de restriction. Il va chercher une petite communauté avec qui ils vont participer. Les gars vont pouvoir staker. Et une fois qu'ils ont validé tous, ils ont dit c'est bon, on a tous les critères, on a envie que Notre-Dame existe. Nous, on valide et hop, ça les pousse sur la plateforme. Alors, tu m'as parlé de beaucoup de choses là dans la même réponse. Tu m'as parlé de staking, tu m'as parlé de validation, donc il y a une gouvernance. En fait, on a un moment, un peu comme quand on liste sur un exchange, le but, c'est qu'il y ait un moment avant où les gens et la communauté puissent se dire OK, ce monument-là, on aime pas, et qu'ils puissent discuter entre eux. Donne-moi un exemple de monument. Je sais pas, Notre-Dame. Notre-Dame Ok, n'existe Notre-Dame. pas. Tu te dis, tiens, demain, j'ai envie de faire Notre-Dame. Tu vas sur Discord, tu dis, j'aimerais bien faire Notre-Dame. Nous, on te dit, pas de problème, c'est bon, vas-y. Tu commences à trouver des gens que ça intéresse. Tu trouves ton Mais- petit channel. Ils doivent faire quoi? De quoi? Ils doivent faire quoi ces gens-là? Vous leur dites vas-y pour que lui. Instruire un peu, c'est-à-dire aller regarder, est-ce qu'il y a des utilisations. Enfin, le but, c'est que le gars qui porte ce projet puisse convaincre d'autres gens de dire Notre-Dame, ça va être un vrai bon jumeau numérique, ça va rapporter, va y avoir des exploitations en export, je sais que ça va tourner. Voilà. Où est-ce qu'il y a déjà de la donnée? Par exemple, qu'est-ce qu'il va chercher? Qui a déjà créé de la donnée? Est-ce qu'il y a déjà justement des captations laser, photos? Et le but, c'est qu'une fois qu'il y a une petite communauté qui s'est rassemblée là-dessus, et qui disent OK, on a trouvé, on est prêt à lancer on est prêt à pusher le projet sur la plateforme, nous on dit c'est bon, et il y a un Initial Digital Twin Offering, Ok. qui est l'équivalent du TGE, quoi, mais Ok. pour le jumeau numérique, où Oui, il passe live sur la plateforme. Donc ces gens-là, en fait, ils vont investir pour développer le projet, Mm. d'une manière ou d'une autre, soit en token ou avec leur propre fonds. Exactement. Comment ça se passe? Vous avez un token? Ouais. Ok, on va y Donc, revenir. ils investissent que en token. Ok, ils investissent en token, ils disent voilà, on veut pousser, peut-être pas Notre-Dame parce que c'est quand même un grand projet, mais je sais pas, à Paris, il y a quoi comme petit bâtiment Le théâtre du Palais Royal. Voilà, le théâtre du Palais Royal, en plus, c'est juste à côté, magnifique. Moi, je vais dire, voilà, je pense que ça peut être vraiment intéressant de développer le jumeau numérique du théâtre. Donc, la personne va créer une communauté autour de ça, qui vont vouloir investir avec lui. Combien ça coûte en général de lancer Ça la dépend. procédure? En fait, Ça va ça va dépendre beaucoup de est-ce qu'on dit qu'il y a juste un step et on veut tout en très haute définition, très haut détail dès le début, ou est-ce que, ce qui est plutôt ce vers quoi on va tendre, on va découper quand même le monument, dire, je sais pas, on fait... L'extérieur, puis la scène, puis les loges, puis machin. Ok. Le but, c'est qu'une fois que le monument soit live sur la plateforme, ça marche par milestone Oui, et par step by round. step. Voilà, Ok, c'est ouais, ça. petit à La petit, communauté ok. se dit, tiens, on va prendre Là, on tant a de fait les loges. Oh, ça peut être sympa Voilà. si on fait Ça le coûte tant, truc, de, etc. tant de tokens pour faire ça. Ok, on va réunir cet argent, on va l'exploiter, ensuite on va remettre. Enfin, Et donc, vous, ensuite, vous utilisez cet argent pour, j'imagine, aller faire un peu de captation, même si c'est pas. Vous gérez pas du tout la captation? Vous la s'il y gérez a pas besoin et si on ne trouve pas dans l'achat de data déjà existante, si. Là, vous y allez. Ok, Ouais. donc vous allez avec le matos, le Et- scan, les drones, les trucs. Et du coup, le but, c'est de tendre vers du 100%. Vous avez plus besoin de le faire. On n'a plus besoin de capter, et surtout passer sur un modèle de ce qu'on appelle data hunting, une espèce de Pokémon Go de la donnée, Mmh. à savoir donc lotir finalement cet IDTO, la Initial de Digital Twin Offering, en IDTO, Ouais. Ouais. IDTO. qu'on découpe en lots de données, et chacun de ces lots va devenir une offre de recherche de données. Ouais, où- que ça fasse une petite course, vraiment, on va publier une offre en disant il me manque la 4e pierre à gauche de ce truc-là, et le premier gars qui passe avec son Qui va, iPhone, hop, qui il le prend prend, un qui petit soumet, token. et c'est validé par l'IA, il récupère ses tokens instantanément. il prend son C'est reward. quoi? qui est- C'est une application? C'est via Discord? Comment vous avez Aujourd'hui, c'est... Pour l'instant, c'est en développement. Ouais. Et au début, ça peut être simple. C'est simplement on publie l'offre, le gars prend sa photo, la soumet, l'IA vérifie et on accède. Mais après, derrière, nous, Parfois, on a... vous demandez genre la 4e pierre du truc. Ça peut, ouais. Ça peut. Ou ça peut, par pas- exemple, quand on parlait des relevés sonores, j'aimerais avoir le nombre de fois où le son se répercute quand on est dans tel truc. C'est pas Ouais. tout le monde qui l'a. Comment on fait ça? Ça fait une T'as machine des gars qui ont spéciale, des machines, j'imagine, ouais, ouais, c'est ça. t'as des Ouais. pros qui pourront être intéressés pour le faire. Ok. Donc c'est pour ça qu'on a des trucs qui sont plutôt
en choses faciles à créer où n'importe qui va pouvoir répondre. On a des choses qui vont demander même de l'investissement pour être créées. Ça va plutôt être de l'appel à candidature, puisqu'on va sélectionner les gens avant. Enfin, si quelqu'un doit faire voler un drone, on peut pas envoyer Oui, tu peux pas 100 envoyer le personnes drone. faire voler des drones et puis on garde que le Il y meilleur. a des drones. Voilà. Donc là, Ouais, là, surtout dans Paris, ils peuvent rapidement s'énerver. donc là, on fonctionnera sur un système de candidature où on sélectionnera les candidatures. Okay. Sur d'autres cas, ça sera le premier qui envoie. Et sur un troisième cas, par exemple, des photos très génériques de l'extérieur d'un monument, on va recevoir toutes les données et répartir le reward en fonction de la masse de données envoyées par chacun. Alors imaginons, voilà, on est au théâtre, on a fait les loges. À qui appartiennent les loges à ce moment-là? Elles appartiennent au théâtre, elles appartiennent à Builders, elles Ça, appartiennent je me au... rends compte que c'est un très mauvais exemple parce que je n'ai aucune idée de l'architecture du Palais Royal. Non, mais imaginons, voilà, on a fait... Mort on depuis a plus de fait 70 ans ou pas? Oui. Oui, ils ont mort depuis 70. Dans ce cas-là, la data nous appartient en fonction des contrats qu'on a signés avec tous les mecs qui nous ont apporté. Oui, donc vous des leur loges. faites signer Voilà. directement un petit truc. Et Mais ça appartient pas au théâtre. Enfin, je sais pas si... non. Ok. Non, ça nous appartient à nous et par voie de conséquence et par le smart contract, ça appartient à la DAO qui a cotisé pour appartenir à ce truc. Bien sûr. Nous, Ok. l'idée, c'est que la plateforme ne fasse que hoster tout ça, c'est-à-dire simplifier tout ce truc Oui, tous ces d'achat de allers-retours, data, etc., de gestion, que tout soit parfaitement transparent via les smart Bien sûr. contracts, Ok. de la vente de l'export jusqu'à la remontée dans la pool DAO, jusqu'à la rémunération de la data et du monument. Tout ça doit être transparent. C'est surtout ça notre travail. Vous avez quoi comme projet en cours là en ce moment? On a fait un appel à data qui, je crois, va apparaître dans les journaux dans la semaine prochaine concernant l'Arc de Triomphe. Le but, c'est que les gens nous Stylé. passent le maximum de data et que Surtout qu'à l'IA, l'intérieur, c'est magnifique l'intérieur de l'Arc de Triomphe. voilà, Ça. et que l'IA puisse s'entraîner à trier, ça, je prends pas. Et nous, on va pouvoir du coup rétribuer les gens qui ont passé leur data. Ok, donc là, en gros, on va s'attendre prochainement à avoir un Arc de Triomphe, Ouais. un jeu numérique Arc de Triomphe. Comment ça va se passer? Ça va être l'intérieur, juste l'extérieur au début? Comment vous... Ça va vraiment dépendre des datas qu'on va recevoir. Ah ok, c'est en fonction des En dates. fait, c'est l'IA qui va voir ce qu'elle arrive à générer. Parce que déjà, elle va aller chercher dans toutes les datas ce qu'elle peut prendre et ce qu'elle ne peut pas prendre. Et l'autre particularité de notre IA, qu'on appelle Ziggy, c'est qu'elle est capable d'émuler si jamais il manque un truc. Donc elle peut compléter, imaginer... voilà. Ça, c'est aussi c'est quelque chose, j'en profite, mais c'est quelque chose qu'on retrouve énormément aussi dans les jeux vidéo pour les décors, si j'ai bien compris. Une IA générative qui va justement... Absolument. Enfin, toutes les pierres qu'on voit, allez, on reste dans Assassin's Creed, c'est pas un développeur qui a mis la pierre là, hein, c'est... Non, maintenant, c'est fait de manière un peu procédurale, où il dit je peux générer de l'herbe, Un des peu arbres, de tout, etc. etc., Tout ça, ouais, ouais. ok. Ça devait être un gain de temps quand même assez incroyable. Pour nos amis j'imagine. développeurs. Bien sûr. Alors, retour en arrière, on est au début de Builders, ou même Layers. C'est quoi la différence déjà entre les deux? Alors, Layers, c'est l'entreprise et Builders, C'est le produit. la première plateforme sur les monuments historiques. Ouais. Parce que justement, ce que j'évoquais au début, notre vision du patrimoine, elle est beaucoup plus large que ça. On a adressé ce premier sujet pour des questions d'opportunité, de verrou technologique qui étaient moins lourds. Un monument, verrou technologique est légal. Un monument, ça ne bouge pas. Les ayants droit sont morts depuis plus de 70 ans, généralement. Et il y avait la demande. Donc, il y avait c'est vrai que c'est une cause, on le voit de plus en plus apparaître, où vraiment la conservation et le souvenir du patrimoine est très important. Enfin, surtout en France, on a de la chance, c'est qu'on a vraiment de l'histoire qui existe à travers ces bâtiments. Et d'ailleurs, c'est ça, moi, qui m'a fait vraiment contacter notre ami en commun quand j'ai vu votre communiqué de presse, en mode, ça m'intéresse, c'est sympathique. Genre, j'ai beaucoup visité aussi, et j'aime beaucoup le patrimoine qu'on peut avoir en France. Je revenais sur ma question. C'était quoi donc vraiment le proof of concept au début, le POC que vous aviez pour lancer ça? Dans l'idée, Layers au début, c'était d'abord cette idée de plateforme. Ensuite, l'IA est arrivée et pour aller avec le blockchain, le Lay. Donc en gros, de Layers, il y a 3 produits derrière. Il y a Builders pour l'instant, le Lay Token et Ziggy, qui sont nos 3 produits et qui ont été développés dans cet ordre-là. Le problème étant qu'on s'est dit, tiens, on va sortir l'un après l'autre. Pas du tout. Il faut sortir les 3 en même temps, sinon ça ne fonctionne pas. Comment c'était? Je te dirai dans 2 mois. Ok, tout n'est pas encore sorti alors. Non. On en est où là? Aujourd'hui, donc Builders et la version rentre en bêta. Là ces jours-ci.
Le Lay, on est sur un testnet qui s'appelle le Play jusqu'à la fin de cette bêta. Ok. Et l'IA, aujourd'hui, on l'utilise en interne. Donc aujourd'hui, on utilise l'IA pour créer des exports, on va dire, préformatés. L'idée, c'est que à échéance Fin de l'année. Donc Prochaine. du coup, fin d'année 2024, Ok. on puisse l'ouvrir au public sur une interaction en prompt. Je veux tout le statuaire de Notre-Dame optimisé pour la VR, Oculus Quest 2, Ça va être trop nanana, et ça me crée l'export. Donc aujourd'hui, ça, on fait ça nous en interne, mais il reste quand même beaucoup de marge d'optimisation avant d'être capable d'ouvrir ça au public pour avoir des résultats satisfaisants. Donc voilà, un an pour ça. Aujourd'hui, c'est juste en France. Qu'est-ce que vous proposez avec Builders? Non. Non. Ah, ok. Vous avez commencé à bosser sur des. Non, on est sur le Toutankhamon, il n'est pas en Ah, France. bah oui, Toutankhamon, bah oui, bien sûr. effectivement, Toutankhamon sur Oise. Ok, mais c'est trop sympa. En vrai, donc là, les fast-forward, on est dans 10 ans. Des solutions comme ça va permettre à des écoliers de visiter potentiellement de visiter les bâtiments du monde entier qui existent ou qui n'existent plus, ou des choses qu'ils n'auraient jamais vues. Je vais penser tout de suite la statue du Corcovado à Rio. On va aller au Tibet dans les monastères, Exactement. la muraille de Chine, etc. Si on est sur les choses vertueuses, les écoliers et les gens qui n'y ont pas accès, soit Oui, pour des bien sûr. raisons Oui, bien économiques, sûr, soit pour les- des questions les- physiques, parce que c'est... Parce que le loin. Tibet, ça grimpe, quoi. Ouais, voilà. Ça grimpe. Ça grimpe. J'ai été pas au Tibet, j'avais fait un monastère une fois Au Népal. à Hong Kong. C'est 4 heures de montée, le truc, Ouais. c'est plus C'est possible. pas ce qu'ils ont avec les marches. Il y a vraiment un truc. Non, mais ils voulaient être près de C'est Dieu. Je pense qu'ils voulaient être près de Dieu. Mais je sais pas, les poulies, un ascenseur. Un ascenseur. Ils auraient pu mettre des ascenseurs, voyons. Purée, oh là là. Ah, le coup du panier, tout le monde sait le faire. Mais c'est pas- typiquement, c'est vrai qu'au Népal, il y a des histoires où il faut plusieurs jours avant d'arriver en haut de la montagne du monastère. Tu sais même pas comment il tient d'ailleurs là-haut, mais là par contre, ça va être compliqué d'avoir de la data. Je suis pas sûr qu'ils aient du matos pour faire la Ouais, mais on va pas le mettre en top de notre liste, du coup. Et encore une fois, tu vois, là, on est sur un cas qui est intéressant. C'est pertinent que le plus largement possible, l'homme ait accès à Découvre, bien sûr. ces L'homme avec un monuments-là. grand H. L'homme avec un grand H ait accès à ces monuments-là. Néanmoins, il n'est absolument pas souhaitable que l'ensemble de l'humanité y aille. Sinon, Ah non, il n'y a physiquement, plus... Physiquement, il tient plus, le monastère, il tombe. Voilà, c'est ça. Donc voilà, c'est pour eux. Là, il y a quand même un espèce d'insight. Et en plus, tu permets justement au patrimoine de faire un peu d'incentive avec ça. Oui, tout le monde est gagnant. Ok, je comprends et effectivement. comme ça, ils pourront construire des ascenseurs. Et dans 10 ans. Le jour où il y a un ascenseur au Népal, on y va. Et dans 10 ans, justement, on souhaite que ça soit développé, non pas que au monument, mais que ça puisse toucher la mode, le sport, tout ce qui est organique, c'est-à-dire les animaux, les pierres, le vent, n'importe quoi, et surtout tout le patrimoine fictif aussi. C'est-à-dire que ça puisse être pareil sur que ce soit Minas Tirith ou l'étoile de la mort, etc. Tout ce qui n'existe pas pourra être émulé de la même manière. Incroyable de visiter Minas Tirith. Voilà. Comme ça. On discute en ce moment avec quelqu'un qui, lui, s'intéresse à tous les... Dès qu'il y a des appels d'offres pour les architectes, il y a plein de monuments qui sont très travaillés, mais qui n'existeront Des jamais. projets, Parce bien qu'ils sûr, ont des projets projets. d'archi. Voilà. Par exemple, Notre-Dame, il y a eu je ne sais pas combien de projets de comment on refait Notre-Dame après l'incendie. Ok. Et tout ça, c'est du patrimoine qui existe, que nous, on va être capable de créer numériquement, mais qui n'existera jamais dans la vraie vie. Wow, incroyable. Genre, concours de la pyramide du Louvre, il y a eu des dizaines Bien sûr. de candidatures avec des sûr. projets qui Et au étaient final, il n'y en a qu'un plein de seul qui a construits, pris, mais il y en a quand même 10 qui ont été Qui aurait pu pensés. être très Donc intéressant. il y a tout ce Ouais, patrimoine intellectuel qui Et même pour la n'existe pas en vrai. présentation, hein, c'est-à-dire que quelqu'un sûr. qui dit voilà, j'ai ce projet, tenez, au lieu de vous montrer des plans, tiens, fous ce casse sur ta tête et Ouais. regarde à quoi ça pourrait ressembler et tout. Ok. Et ça, donc, c'est vraiment l'IA Ziggy, c'est ça Oui. qui va vous aider à l'interpréter. Bah, ça, aujourd'hui, le tout le refléter. monde peut le faire, de le faire à la main. C'est juste ça sera fait beaucoup plus vite. Oui, beaucoup plus vite. Et- Et tous les codes qui sont déjà inclus Et dans. pour expliquer un peu le principe, donc l'IA, elle va agréger de la donnée hétérogène, donc mettre ensemble dans le même référentiel géométrique, enfin 3D, toutes les données. Elle va extrapoler toutes les données manquantes. Si j'ai 2 points de vue là et là, elle va créer tous les points de vue tout le reste, qui sont là. Oui, parce qu'il y a une infinité de points de vue, en fait. Il y a une infinité de points de vue. Elle va créer le mesh, du coup, enfin, elle va créer une vision 3D de ce qu'est le monument. Elle va créer le mesh en dessous.
créer les différentes couches, textures, bumps, etc. etc. Et derrière, donc ça c'est un nerf qui fait ça. Et derrière, avec un lerf, on va découper. On va lui dire, moi je veux les chaises. Okay. Donc là, elle va regarder dans toute la scène d'ensemble ce que sont les chaises, les sortir, et derrière, je vais lui dire, je veux les optimiser pour la VR basse def ou pour le cinéma très haut def, et elle va créer le fichier qui va derrière. Ok. Donc l'IA aussi, c'est vraiment un de vos, vous l'avez dit, c'est un de vos 3 piliers. C'est un pilier vraiment de Builders, quoi. C'est un pilier de layers qui est utilisé sur Builders et qui surtout, au fur et à mesure qu'elle va grandir, apprendre, etc., pourra devenir plus utile et à plein d'autres choses, même plus juste nous propriétairement. Et voilà, au début, dans ma description, il n'y a pas de génération finalement. L'idée, c'est que quand on aura une bibliothèque de monuments suffisamment importante, elle soit capable de générer. Je veux un château fort, 4 tours, posé sur une montagne. Elle va chercher dans tout ce qui est référencé. Un petit, et voilà. Mais encore une fois, là, il faut des bases d'apprentissage plus larges. Des milliers. On a reçu justement, en parlant de ça, on a reçu quelqu'un qui fait de l'IA il y a quelques semaines, le projet Tada. Et eux, en fait, ce qu'ils proposent, c'est un peu dans le même style. Ils ont une application où le but, ça va être de vendre de la data pour l'IA. De la data. Et typiquement, c'est enregistre telle phrase. Donc, il faut que ce soit un homme francophone, entre 40 et 50 ans, lit cette phrase, et hop, il va être rémunéré pour faire ça. Et ensuite, ces données vont être vendues, parce qu'il y a un vrai souci dans l'IA de dire que, ok, mais pour entraîner l'IA, il faut des milliers d'heures, etc. Donc, alors, ils sont français, Tada ? Ouais, français à Metz. William Simonin, il s'appelle. Petite différence entre ces IA finalement très langage et ce que nous on fait, c'est qu'une IA langage, pour être capable de s'exprimer pertinemment, il faut qu'elle ait un champ de connaissances extrêmement large. Okay. Nous, si je veux faire un jumeau numérique de Notre-Dame, j'ai juste besoin d'avoir les connaissances de Notre-Dame. Tout ce qui est Mont-Saint-Michel, je m'en fiche en fait. Non mais c'est un autre modèle. Un problème avec les Bretons ? Non. Il peut pas trop se le permettre du coup. La DAO, vous l'avez fait comment ? Alors, il y a plusieurs niveaux. Dans la douleur. C'est jamais facile une DAO. En gros, on a une organisation un peu comme une asso avec un conseil général qui réunit tous les layholders sur des grandes décisions. Quelle blockchain, le layholder ? Polygon. Moins cher, hein. Oui, on va pas. C'est rigolo, ça coûte moins cher. On va pas en plus réinventer la roue. Hein, voilà. C'est chaque chose en son temps. Voilà. Et du coup, cette grande DAO, elle est découpée en groupes projets et qui, du coup, sur d'autres types de décisions, vont décider à l'échelle des contributeurs sur un projet. Ok, donc le token, il sert à la gouvernance. Oui. Ouais. Autre chose ? Le stacking, on parlait de stacking. Alors, acheter des assets 3D sur la marketplace, okay. être rémunéré pour les data providers, c'est uniquement etc. via votre token. Exactement. Okay. Tout ce qui touche à Builders est uniquement dans le token. Et le staking, pour le coup, ne va être autorisé que sur la partie en amont de l'IDTO. C'est vraiment sur la partie Discord. Je mets un projet, les loges du théâtre. Ouais. Tous les gens qui vont être OK pour sur la participer, plateforme Builders. Ils vont stacker. Pas encore sur la plateforme Builders, tu dis juste, moi ça m'intéresse. Venez, les gars disent, moi je suis prêt à montrer que ça m'intéresse. Et quand tu dis, j'ai 20 000 lays stakés sur ce projet-là, nous ça dit, OK, il est prêt à passer sur la plateforme. Peut être là. Okay. Et du coup, les gars récupèrent leur mise. C'est juste montrer que tu es capable de réunir cette somme autour du projet, même si elle n'est pas commit. Hein. De la réunir pendant un temps. Et ensuite, tout le monde récupère son truc avec un petit bénéfice. Mais voilà, c'est juste que quand tu dis j'ai envie de porter ce projet-là, et avant de passer live sur la plateforme, tu montres que tu es capable de rassembler des gens qui sont prêts à commis. Parce que si tu proposes par exemple la maison de ta grand-mère, tu vas avoir du mal à. Je connais pas sa grand-mère. Mais attention, il y a des ayants droit. Ouais. mais tu vas avoir du mal à réunir cette. Enfin, c'est pour éviter ce fouring-là de projets qui n'auraient pas ni d'intérêt historique, préservation, ni d'intérêt économique en sortie. Okay. Et qui, voilà. Oui, effectivement, la maison de ma grand-mère. Il y a peut-être des fans, non ? Comment ? Il y a peut-être des fans. Moi, nous, tous ces petits-enfants, on a kiffé, on kiffe toujours aller chez les grands-parents. Donc, le token est en libre accès sur Matic, on peut l'acheter, le revendre, etc. Pas encore. Pas encore. Ah bah oui.
Aujourd'hui, donc en testnet, on peut Parce gagner. que là, c'est le play. Voilà, on peut gagner des Exactement. plays en remplissant différentes petites missions. Du sur style Du style, des trucs de parrainage, de nous suivre sur Twitter, retweeter, nous etc. rejoindre sur la communauté, faire remonter des bugs, jouer à différents jeux. Ouais, donc participer à la vie de la communauté. Voilà, participer à la vie de la communauté. Et normalement, si la bêta commence là le 8 décembre, on va faire 2 mois de bêta et à la suite, du coup, lister dans la foulée. Vous n'avez pas des petits tokens à faire gagner en plus là Si. Combien? Je sais pas, des plays ou des lays? Play. Allez, 1000 tokens à faire gagner. Il faut faire quoi pour les gagner? On peut proposer un petit giveaway, des likes, retweets et un tiré au sort. Et un tiré au sort, voilà, très bien. Il faut créer un compte sur Builders avec un 3 à la place du E, Telegram, Twitter. Telegram, Twitter et Discord. Et Discord, ouais. Et Discord. Ok, c'est bon. Et tirage au sort. Et des photos de la maison de la grand-mère de Benjamin. Ça va pas être facile. Elle est pas à Paris, là, la maison. Communauté internationale. Ça aurait été drôle. Mamie, attention, t'as des invités qui arrivent. C'est un petit jeu d'enquête. Ouais. Le premier qui envoie Le une premier photo qui de premier qui envoie la une grand-mère. photo la photo de la maison de la grand-mère gagne 1000 lays. D'ailleurs, niveau tokenomics, vous l'avez bossé comment, niveau tokenomics, le token? On en a 1 milliard qui vont être du coup en supply fixe. Pour l'instant, là, on est en train de lever en pré-ICO, même si ça se dit pas. Donc, on a plusieurs rounds en seed stratégique, etc. Et puis après, en fonction des qualifications, on a il y a un vesting particulier. Ouais. Ok, très clair. On mettra le camembert de la tokenomics. On a fait assez, pour le coup, assez conservateur. On n'a pas du tout, on s'est pas du tout mis nous en tant que spéculateurs, etc. On est vraiment sur quelque chose qui va durer longtemps. On sait qu'on est parti sur un. Vu qu'on est un projet Web 2.5, on sait qu'on est parti sur un long cours et pas sur un coup qui va faire 3-4 mois. Donc on est parti pour des années, autant que ce soit. Même le prix du token, au final, c'est pas quelque chose qui vous intéresse tant que ça pour la. C'est plutôt une contrainte c'est pour pas nous. le fond, On est oui, obligé de c'est faire ça, avec. C'est pas le fond du. Nous, ça va être de fournir de plus en plus d'utilité à ce token. C'est surtout ça notre jeu. Pour que les gens qui nous font confiance en bénéficient, mais effectivement. Il faut appeler Stéphane Bern. Il faut appeler Stéphane Bern. Stéphane! Très crypto-friendly. Oui, mais si tu nous entends. Mais si tu utilises la. Là, c'est différent parce que tu sais, tu utilises la crypto, tu utilises un. C'est le moyen pour acheminer le message, tu vois. Donc là, peut-être que ça peut. En vrai, crypto-friendly ou pas, désolé, mais dans ces cas-là, on s'en fout. Okay, et on travaille aujourd'hui, alors je ne les citerai pas parce que rien n'est encore signé, mais on travaille avec d'autres institutions françaises d'archives diverses et variées, Ah oui, c'est important. voilà, qui eux ont des énormes fonds. Il faut que dans 1000 ans, les écoliers et les gens puissent voir à quoi ressemblait Notre-Dame. Voilà, et justement avec eux on travaille sur des systèmes de ramp-on, ramp-off complètement transparents pour que la partie crypto, tu en le vois fait, même pas. Bah oui, voilà. c'est ce qu'il faut. Donc Stéphane, si tu écoutes, On va encore mettre il 1000 faut lays pour le contact de Stéphane Bern. C'est ça. Pour le 06 de Stéphane Bern, il y a 1000 lays en plus. si jamais quelqu'un peut envoyer cette vidéo à Stéphane, ce serait bien. Ça peut aider. 1000 lays en plus. Vous pourrez négocier beaucoup plus. Alors, comment vous différenciez la gouvernance de la DAO s'il existe qu'un seul token aujourd'hui? En fait, chaque fois qu'on va donc créer ces milestones de jumeaux numériques, en fait, on va comptabiliser les contributions en lay de chaque contributeur. Et du coup, ces droits sont calculés au prorata de ce qu'il a contribué dans chaque projet. Donc, il a des droits sur le projet auquel il a contribué. On va dire il a mis 10%, il y a 10 projets. Du coup, il aura des droits de 1% sur la DAO globale. Ok. Et s'il a investi dans plusieurs projets. Exactement comme quand on est actionnaire d'une société. Et au moins, ça vous évite de faire de tokens. Voilà. On s'est beaucoup posé la question. Et nos avocats nous ont beaucoup conseillé de ne pas le faire. C'est touchy. Les tokens, en ce moment, c'est touchy. Oui, et puis en fait, ça sert. En fait, c'est un token de gouvernance, mais il sert aussi à redistribuer de la valeur. Donc, en fait, même si on avait créé un token spécifique, en fait, il fallait que derrière, on utilise d'autres tokens pour rémunérer les data providers, pour rémunérer le monument. Donc, du coup, ça complexifie énormément le système. Et
il n'y avait pas non plus une raison. Oui, c'était peut-être pas worth it dès le début, peut-être plus tard, mais là aujourd'hui, oui, il faut pas. Puis la non-fongibilité, si on était sur du non-fongible, là, elle n'avait pas de sens. Pourquoi, si on avait 2 tokens du même monument, pourquoi le tien vaudrait plus que le mien? Oui, je suis d'accord, effectivement. Tiens, d'ailleurs, en parlant de ça, chaque projet a sa propre gouvernance? Oui. Ok. Chaque jumeau numérique a sa propre pool DAO, qui est son outil de gouvernance. Ok, bah oui, effectivement, il y a un monde dans lequel vous auriez pu faire un token par truc, mais là, vous tirez des balles dans le pied. Là, c'est les avocats. La guerre. Voilà. Est-ce qu'il y a des limites vous avez des limites dans l'utilisation des monuments que vous utilisez? Il y a des choses que vous ne pouvez pas faire? Il y a des choses vers lesquelles on ne souhaite pas aller. Il y a des exploitations des monuments sur lesquels on souhaite ne pas aller, pédopornographie, apologie du terrorisme, ce genre de choses. Il y a des monuments comme ça? Non, mais si tu pourrais organiser une partie fine dans la galerie des glaces, on évite. On évite, voilà. Oui, c'est mieux. Donc, à l'époque du Troisième Reich, l'IA peut tout faire. Oui, c'est vrai que oui, effectivement, on évite. On évite, et du coup, en fait, il y a des CGU liés à chaque export et qui sont co-validés par la DAO et le monument. Et après, sur la captation de data, etc., on veut certainement pas être incitatif. On va faire en sorte de ne pas inciter les gens à aller choper des datas dans des lieux qui ne sont pas autorisés pour raisons militaires, politiques ou autres, évidemment. Je sais que vous attendez le mot de la journée. Donc le 9e mot pour le calendrier de l'Avent, c'est Increase. INCREASE. Il y a différentes plateformes qui existent déjà, mais il y en a surtout différentes qui vont arriver. On a des mots comme supporter, explorer, crafter. Vous pouvez nous en dire un peu plus? Donc, comme je le disais tout au début, notre vision du patrimoine, elle est large, voire extensive, à savoir les exemples que tu cites là sont aujourd'hui notre vision très éditoriale, mais on est quand même dans une vraie culture décentralisée, donc rien ne dit qu'elles vont arriver dans cet ordre-là et que ce sera celle-là et peut-être que d'autres vont être proposées par la communauté. Okay. Mais l'idée, c'est de se dire, par type de patrimoine, je vais quand même avoir une communauté, des codes différents. Et donc, créer des plateformes sur différentes thématiques permettent de toucher différents publics, différentes aussi institutions de préservation. Okay. Et donc, l'idée, c'est d'avoir, comme on l'évoquait tout à l'heure, une plateforme, donc Supporters, plutôt sur le monument, sur les lieux et les épreuves sportives. Donc là, on va commencer à amener l'idée de dynamisme. Parc des Princes, par exemple? Parc des Princes, mais aussi finale de Roland-Garros 82. Ok. Wow. Oui, donc on met le casque et on est à la finale. On pourra streamer de la 3D. Oui. On pourra streamer de la 3D. Donc là, on avance un petit peu. L'IA, elle doit devenir un peu plus costaude. Du monde 98. Voilà. C'est sympa. Voilà. Fashioners mode, on va rentrer dans le soupe. Typiquement, Fashioners, donc fashion, la mode. Ouais. Ça va être quoi? Vous allez Thierry Mugler, 96, les défilés, automne-été. Et pareil, tous les vêtements traditionnels de je sais pas Yéménites, où, etc. Okay. Ouais. Tous les designs je prends les sneakers parce que c'est un exemple. Tous les designs de sneakers qui n'ont jamais été exécutés, qui vont pouvoir être des wearables ou des skins dans les jeux, etc. Ok, intéressant. Oui, c'est bien. Donc ça veut dire qu'après toute cette data que vous avez, il y a quand même un but de pouvoir ensuite le revendre, le réutiliser, le faire exister. Absolument. Oui. Et au travers de cette réutilisation-là, de toujours redistribuer à toutes les chaînes d'ayants droit et de contributeurs, ceux qui ont amené la donnée, ceux qui ont amené les moyens pour acquérir la donnée, ceux qui préservent, enfin qui font la chose vraie, etc. Ok, effectivement. Donc et ça, on est à quel horizon? 2027? L'idée, c'est d'en sortir la semaine prochaine. Dans 2 par an. 2 par an, ok. Donc là, on a Builders qui sort. Pas du tout 2027, en fait. Ce sera fini en 2027. Ouais, c'est la retraite. C'est la retraite 2027. Ouais, donc Builders, là, sur cette fin d'année-là. Supporters, peut-être en 2e, avec les JO, peut-être un petit truc, à un moment donné où les gens vont être un petit peu focus sport. Explorer, c'est quoi Explorer? Explorer, c'est patrimoine naturel, donc c'est tout ce qui va être environnement naturel. Là, de générer par exemple des forêts de chênes, où tous chênes sont différents, mais ils ressemblent quand même. Ça revient à ce que tu disais sur les jeux vidéo tout à l'heure. C'est aujourd'hui, le procédural, c'est pas tant l'IA qui va faire ça, c'est être capable de mettre des variations dans des pierres, des feuilles, du vent. T'as une pierre ronde, une grande. Exactement. On est moins dans le jumeau numérique. Là, on est dans le miroir reflet sauf si c'est le très beau chêne.
Le plus beau chêne de la Le forêt. le plus beau chêne de la forêt. Allez, on passe au jeu. Passons au jeu. Passons au jeu. Jingle. Bullish, bearish, bullshit. Sébastien, le proof of work. Bien. Yann, greenwashing. Bullshit. RSE. Bullish. Le ministre de la Culture fait un travail. Intéressant sur nos problématiques. La France est assez en avance par rapport à ses voisins européens. La majorité des tokens liés à l'intelligence artificielle vont. Probablement décoller l'année prochaine et encore une fois, le tri se fera entre le bon et le mauvais grain sur les 18 à 24 prochains mois, mais il va y avoir quand même un gros rush dessus, je pense. Bullish ou bullshit? Bullish. Les deux petites dernières questions. Sébastien, ReFi ou DeFi? ReFi, évidemment. Et Yann, patrimoine public ou privé? Public. C'est terminé. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Avec un plaisir, les gars. Toujours content d'en apprendre sur vos projets. Et je suis curieux de voir où ça va aller parce que ça m'a beaucoup intéressé. Et nous aussi. Bien entendu, faites toujours vos recherches avant d'investir. Il n'y a aucun conseil en investissement pendant ce podcast. Et merci à vous et je vous dis à très vite. À très bientôt. À très Merci bientôt. beaucoup. Bye bye. Salut. Coupé.